Une lueur pâle glisse sur les vitres, comme un secret qu'on murmure à travers le temps. Le vent semble retenir son souffle, et quelque part, une horloge s'apprête à révéler plus qu'une simple heure. Ce soir, les ombres ont des choses à dire. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prête. Entrons dans l'histoire. Parfait. Je me souviens encore du parfum des lits qui flottaient dans notre salon ce matin-là. Hercule Poirot, méticuleusement vêtu, lisait le Times avec un air de satisfaction tranquille, comme si le monde entier lui obéissait à la perfection de son emploi du temps. C'est alors que le facteur déposa un pli épais, fermé d'un cachet rouge. Je reconnus aussitôt le sceau. Celui de Lord Edgerton, ancien diplomate et esthète notoire, célèbre pour ses soirées somptueuses et ses manies singulières. Poirot prit la lettre du bout des doigts, la soupesa un instant, puis rompit le sceau, avec un soin presque cérémonieux. « Un bal masqué, mon cher Hastings, » dit-il lentement, « le bal du cygne noir. Thème floral et vénéneux. Quelle idée fascinante, n'est-ce pas? Je ris. Vous n'allez tout de même pas vous déguiser en orchidée, Poirot? » Il haussa les épaules. « Peut-être, mais rappelez-vous, mon ami, les fleurs, comme les hommes, cachent parfois du poison sous le parfum. » Et dans ses yeux, je crus voir déjà briller cette curiosité méthodique qui, chez lui, remplaçait l'excitation des autres. La soirée était d'une douceur étrange, comme suspendue entre la fête et le pressentiment. Le manoir de Lord Edgerton, à Chelsea, s'élevait au bout d'une allée de cyprès, sombre et symétrique, chaque fenêtre allumée d'une lumière dorée. « Remarquez, Hastings, » me dit Poirot en descendant du fiacre, « cet homme ne supporte pas le désordre. Chaque chose est alignée, chaque pierre calculée. Même ces fleurs, voyez, elles obéissent à la géométrie. » Je souris, un peu moqueur, mais il n'avait pas tort. Les parterres de lys et d'iris semblaient plantés au cordeau. À l'entrée, 2 domestiques costumés en oiseaux noirs nous accueillirent sans un mot. Et le contraste entre leurs visages sévères et leurs plumes brillantes me donna un léger malaise. À l'intérieur, tout respirait le luxe. Tentures, verres, bouteilles, dorures à l'ancienne, miroirs sans teint, où se reflétèrent les masques et les rires. Les invités rivalisaient d'élégance et d'excentricité. Papillons, serpents, rois déchus, déesses et fleurs mortelles. Poirot, lui, observait. Ses yeux allaient d'un détail à l'autre comme un horloger guettant la moindre irrégularité. C'est une soirée d'ordre, Hastings, mais l'ordre cache souvent un chaos sous-jacent. Et, sans s'en douter, il venait d'annoncer le thème véritable de la nuit. Au milieu de cette cohue scintillante, un invité se distinguait par sa discrétion. Entièrement vêtu de noir, visage recouvert d'un masque de velours sans expression, il ne parlait à personne et semblait fuir la lumière. Je le remarquai le premier. « Tenez, Poirot, cet homme-là n'a pas l'air de s'amuser beaucoup. » Mon ami tourna la tête et son regard se fixa aussitôt sur lui. Justement, mon ami, c'est ce qui le rend intéressant. Le mystérieux personnage se déplaçait lentement, presque trop lentement, comme un acteur répétant un rôle. Ses gestes étaient imprécis, ses pas mesurés, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans sa démarche. Poirot fronça légèrement les sourcils. « Voyez-vous, Hastings, il marche comme quelqu'un qui porte un poids qu'il veut dissimuler. » Je haussai les épaules. Peut-être s'agissait-il simplement d'un original ou d'un poète. Mais Poirot ne plaisantait plus. Il observa longuement l'homme, puis murmura « Il est rare que le silence ait une allure aussi éloquente. » Lorsque le masque noir croisa fugacement notre regard,
j'eus la sensation, absurde mais réelle, que c'était lui qui nous observait depuis le début, et non l'inverse. L'orchestre jouait un foxtrot entraînant, et les couples tournoyaient sous les lustres étincelants. Pourtant, malgré la musique, une tension subtile semblait flotter dans l'air, comme un parfum trop entêtant. Poirot, debout près d'un pilier de marbre, observait la foule d'un œil attentif. Son regard se posait ici sur un rire forcé, là sur un échange de sourires trop rapides. Il murmura « La société Hastings est un bal constant. Ce soir, elle ne fait que rendre ses masques visibles. Je tentais de suivre ses pensées, mais elles m'échappaient. Lady Halberd, par exemple, riait d'un ton trop aigu. Sir Malcolm, son voisin, évitait soigneusement le regard du maître des lieux. Quant à Clara Edgerton, la fille du lord, elle paraissait nerveuse, les doigts crispés sur son éventail. Poirot ne disait rien de plus, mais je vis ses moustaches frémir, ce qui, chez lui, valait presque un cri d'alarme. Et tandis que les verres tintaient et que les robes s'effleuraient, je compris que cette fête, derrière sa splendeur, cachait déjà une ombre. Les 12 coups de minuit résonnèrent avec lenteur, comme s'ils hésitaient à rompre le charme. L'orchestre entama alors une valse, plus lente, plus grave, et les invités, un peu grisés, glissèrent sur le parquet comme des spectres dorés. Je cherchais du regard le gentleman au masque noir. Il n'était plus là. « Hastings, dit Poirot à mi-voix, notre ami de velours a quitté la salle. Voilà un départ bien peu mondain. » Nous traversâmes la galerie, guidés par un instinct que je ne comprenais qu'à moitié. Les lumières semblaient vaciller, et une étrange fraîcheur s'insinuait dans les couloirs. Au détour d'un passage menant à la serre, Poirot s'arrêta. « Vous sentez, mon ami ?» demanda-t-il, doucement. Le parfum des lys est plus fort, ici, trop fort. Je crus distinguer, derrière les vitres embuées, une silhouette immobile. Poirot poussa la porte, et un souffle froid nous accueillit. L'orangerie baignait dans une clarté lunaire, presque irréelle. Et là, au pied d'un massif d'orangers, gisait un homme, le visage tourné vers le sol, la chemise tachée d'une ombre sombre. Je fis un pas en arrière, stupéfait. Poirot s'agenouilla, effleurant la montre brisée sur le poignet du défunt. Minuit? Non, mon ami. Cet homme est mort bien avant que les 12 coups ne sonnent. Son regard se leva vers moi, fixe, grave. Et je crains que ce bal ne soit qu'à son commencement. Un silence irréel avait succédé à la musique. Les notes de la valse mouraient encore dans l'air lorsque le cri retentit. Bref, étranglé, aussitôt étouffé par la stupeur collective. Poirot et moi échangions un regard, puis nous nous dirigeâmes vers la verrière d'où le son avait semblé venir. L'orangerie s'ouvrait comme une cage de verre dans la nuit. Les feuillages, d'un vert luisant, luisaient sous les lampes, et l'air était chargé d'un parfum âcre de laurier et de citron. À quelques pas de la porte, un groupe d'invités s'était déjà formé, hésitant entre curiosité et peur. Au centre, allongé près d'un massif de jasmin, gisait le corps d'un jeune homme. Poirot s'agenouilla lentement, sa canne posée à côté de lui. Les mains croisées du mort semblaient prier, mais la position était faussement paisible. « Geoffrey Arrow », murmura quelqu'un derrière moi. La fille de Lord Edgerton s'effondra à demi sur un fauteuil de jardin. J'étais trop frappé pour parler, tandis que Poirot, déjà calme, observait la scène comme un horloger contemple un mécanisme arrêté. « Le bal, Hastings, vient de changer de tempo, » dit-il doucement. Le rythme est désormais celui du meurtre, tandis qu'au loin l'orchestre reprenait timidement un air. L'orangerie demeurait figée dans une étrange immobilité. La mort
me dis-je, a parfois une élégance qu'on ne saurait expliquer. Les orangers, les lauriers et les roses exhalèrent une senteur trop douce, presque insupportable. Poirot s'avança d'un pas mesuré. Il ne touchait à rien, mais son regard, vif et méthodique, inventoriait chaque détail. La disposition des sièges, la chute d'un coussin, la coupe renversée sur le sol, intacte pourtant. « Remarquez, Hastings, dit-il à voix basse, chaque chose semble ici à sa place, trop à sa place. » Comme si la mort s'était excusée d'interrompre la fête. Je lui fis remarquer que le jeune Harrow semblait avoir glissé et heurté un rebord de marbre. « Possible, répondit-il, mais la nature ne compose pas ses accidents avec autant d'harmonie. Non, ceci est une mise en scène. Mais de qui et pourquoi? Sa main gantée effleura un pot d'oranger. La terre y était fraîchement remuée. Puis il leva les yeux vers moi, pensif. Un meurtrier consciencieux, mon ami, est un artiste, et celui-ci a le goût du détail. Poirot s'agenouilla près du corps, et du bout de ses doigts précis, retira la montre de la poche du gilet du défunt. La chaîne d'or, encore tiède, glissa dans sa main. Il examina le cadran avec une attention presque tendre. « Voyez, Hastings, l'aiguille s'est arrêtée à 11 heures précises. Pourtant, selon Lord Edgerton, la victime a été vue vivante peu avant minuit. Cela ne concorde pas. » Je haussai les épaules. Peut-être la montre était-elle défectueuse. Ou peut-être mon ami, répondit-il doucement. Le temps lui-même a menti pour son assassin. Il se leva lentement, refermant la montre avec un claquement sec. Le bruit résonna dans l'orangerie comme une condamnation. Un décalage d'1 heure peut sembler peu de choses, Hastings, mais dans une affaire de meurtre, c'est un gouffre. Entre 11 heures et minuit, il s'est passé ici quelque chose que l'on veut nous cacher. Son regard se perdit vers la verrière, où glissait une ombre fugace, peut-être un domestique, peut-être autre chose. Et je parierais mes moustaches que cette montre n'est pas tombée, mais qu'on l'a brisée pour figer le mensonge. En se relevant, Poirot arrangea avec soin le col du défunt. Ce geste, si incongru en pareil moment, me serra la gorge. Regardez bien, Hastings. Le costume est d'une coupe parfaite, mais voyez ces plis ici, au niveau du poignet. Quelqu'un l'a saisi brutalement. Je m'approchai. Les gains de Geoffrey, eux, étaient d'une blancheur immaculée. Aucune trace de terre, ni d'encre, pas même une éraflure. Et pourtant, reprit Poirot, ce jeune homme est tombé. Il a dû heurter le sol. Pourquoi ces gants? Eux n'ont-ils pas souffert? Il se redressa, le front légèrement incliné. Les Anglais aiment la tenue, mais les assassins, eux, ne pensent pas toujours à changer de gants. Ici, c'est le contraire. Trop de soins, trop de précautions. Je lui fis remarquer qu'il accordait peut-être trop d'importance à un détail vestimentaire. Ah, mon ami, la vérité se cache dans les plis d'une manche, comme dans les replis de l'âme. C'est en les défroissant que l'on trouve le mensonge. Et il tapota doucement la veste du mort, pensif, comme s'il saluait une énigme. Un léger brouhaha montait du couloir. Les domestiques, curieux et inquiets, s'étaient rassemblés près de la porte. Poirot en fit venir 2. L'un, le jardinier, sentait encore la terre humide et regardait le corps avec une crainte superstitieuse. « Monsieur Harrow, dit-il, il est venu seul ici, juste avant minuit. Il disait chercher de l'air. Et personne ne l'a vu revenir? Non, monsieur. Mais j'ai entendu la porte du fond se refermer vers 11h30, peut-être minuit. Le second, un valet nerveux, ajouta « Il avait parlé au téléphone, monsieur ?» avec quelqu'un qui semblait contrarié. Je n'ai pas entendu de nom. Poirot le remercia avec politesse.
Ses yeux brillaient d'une lueur particulière, celle que je connaissais. L'ordre commençait à naître dans son esprit. Voyez, Hastings, la confusion des témoins est un rideau utile au coupable. Plus les voix se contredisent, plus le mensonge paraît naturel. Il regarda autour de lui, puis désigna la porte ouverte vers le jardin. L'air de la nuit, mon ami, est parfois plus franc que les paroles des hommes. Et il sortit sans bruit, laissant derrière nous la rumeur tremblante des domestiques. Dehors, la nuit s'était épaissie, lourde d'humidité et de silence. Poirot, penché vers le sol, alluma sa petite lampe électrique et examina les dalles du couloir qui longeait la serre. Je suivais son faisceau de lumière, sans comprendre ce qu'il cherchait. « Qu'espérez-vous trouver, Poirot? Une trace de pas ?» Il fit un geste impatient. « Non, Hastings, une logique. » Puis, soudain, il s'immobilisa. « Regardez ici, tout près de la porte. Cette ligne plus claire, presque invisible sur la pierre mouillée. » Je me penchai. On distinguait effectivement une traînée à peine perceptible, comme un sillon étiré. Quelqu'un a tiré quelque chose, ou quelqu'un, depuis ce couloir jusqu'à la serre. Et voyez, les feuilles d'oranger sont écrasées dans le même sens. Le corps n'est pas tombé ici, on l'y a placé. Je restais muet. Vous pensez donc? Je ne pense pas, Hastings, je constate. L'assassin a voulu qu'on croie à une mort naturelle, mais il a oublié que la nature, elle, ne déplace pas les cadavres. Poirot redressa sa silhouette impeccable, rangea sa lampe et ajouta, songeur. « Non, mon ami, ce n'est point une coïncidence, mais une composition, et le compositeur, lui, joue déjà sa prochaine note. Lady Halberd avait cette beauté fatiguée que seules les femmes de théâtre savent conserver comme une habitude. Drapée dans une étole de dentelle grise, elle agitait un éventail de nacre dont le cliquetis nerveux trahissait plus d'émotion que ses paroles. Mon cher monsieur Poirot, quelle horreur! Un drame, ici, dans la maison d'un gentleman aussi distingué. C'est insoutenable. Elle portait une main parfumée à sa tempe, mais ses yeux, d'un bleu presque froid, restaient secs. Poirot, installé à ses côtés, l'écoutait sans ciller, ses doigts joints en un triangle parfait. « Vous étiez proche de M. Harrow, madame ?» demanda-t-il doucement. « Oh, proche est un mot bien fort. Il m'adorait, naturellement, un jeune poète, vous comprenez, mais je suis d'un âge où l'on ne s'émeut plus des compliments. » Un sourire las effleura ses lèvres. Poirot inclina la tête. « Et vous ne lui avez pas parlé hier soir ?» « Parlé? Non, quoique, peut-être un mot en passant. » Elle battit des cils, cherchant, dans sa mémoire, avec une lenteur calculée. Poirot la remercia d'un ton neutre, mais lorsque nous sortîmes, il me souffla. Cette femme a l'art de se souvenir ce qui l'arrange et d'oublier ce qui pourrait la compromettre. Sir Malcolm nous attendait dans le petit salon, un cigare éteint entre les doigts. Son maintien raide, presque militaire, contrastait avec l'agitation du manoir. « Je ne comprends pas ce que vous espérez trouver, monsieur Poirot. Monsieur Harrow n'avait pas d'ennemi. Ce n'est qu'un tragique accident. » Poirot hocha la tête. « Un accident d'une exactitude presque mathématique, Sir Malcolm. Vous êtes un homme de chiffres? Vous aimez la précision, non? La précision est la base de toute vie raisonnable, » répondit-il avec raideur. Poirot sourit à peine. « Alors peut-être m'expliquerez-vous comment un homme peut tomber en laissant derrière lui un sol sans trace de chute et un verre renversé, intact ?» Sir Malcolm se renfrogna, tira une bouffée nerveuse de son cigare qui s'éteignit de nouveau. « Je n'étais pas dans l'orangerie, j'étais à la bibliothèque avec Lord Edgerton. Nous avons parlé finances, rien de plus. Et vous n'avez rien entendu? » « Rien. Je n'écoute pas les conversations des autres. » Quand il eut tourné les talons,
Poirot murmura pour lui-même. Voilà un homme qui parle comme un bilan comptable, exact, froid. Et pourtant, Hastings, je soupçonne qu'il a un déficit de vérité. La jeune Clara Edgerton était assise près de la fenêtre, une fine écharpe blanche autour du cou. Ses yeux rougis semblaient ne plus savoir pleurer. À notre entrée, elle leva sur nous un regard où se mêlaient fatigue et défi. « Monsieur Poirot, on me dit que vous voulez m'interroger. Est-ce bien nécessaire? Geoffrey est mort, voilà tout. » Sa voix trembla sur les derniers mots. Poirot s'inclina avec douceur. « Je ne suis pas venu troubler votre douleur, mademoiselle, mais la vérité a besoin d'être entendue, même lorsqu'elle nous blesse. » Elle détourna la tête, fixant le jardin d'un air lointain. Il était gentil, trop gentil. Il se mêlait de choses qui ne le regardaient en pas. Lesquelles, par exemple? Un léger silence, puis, très bas. Il croyait que mon père, qu'il me cachait quelque chose. Une dette, peut-être. Il voulait l'aider, mais il ne comprenait pas qu'ici, on ne parle pas de ce genre de choses. Ses doigts jouaient nerveusement avec un médaillon. Poirot le remarqua sans un mot, puis dit doucement « Votre fiancé voulait protéger l'honneur, mademoiselle. Quel dommage que l'honneur ne protège pas toujours la vie. » Et dans la vitre, je crus voir un instant son reflet frémir. Miles Trent, l'ami de la famille, était un homme d'apparence modeste, mais d'attitude crispée. Il nous reçut dans le fumoir, debout près de la cheminée, sans nous inviter à nous asseoir. « Je n'ai rien à dire, monsieur Poirot. Je ne suis qu'un invité de passage. La mort de monsieur Harrow m'afflige, mais je ne le connaissais guère. » Sa voix était polie, mais son regard, lui, ne l'était pas. Poirot lui rendit un sourire paisible. « Vraiment? Pourtant, on m'a assuré que vous étiez ensemble avant le bal. » Un imperceptible frémissement traversa sa joue. Des banalités, rien d'important. Et pendant la soirée, je suis resté près du buffet. Je n'aime pas danser. Poirot inclina la tête. Un homme discret, n'est-ce pas? C'est une qualité rare. Dites-moi, monsieur Trent, le masque de velours noir, l'avez-vous remarqué? Oui, répondit-il aussitôt, trop vite. Une pure coïncidence. Beaucoup portaient des masques sombres. Poirot ne répondit pas. Il observa le tisonnier, remarquablement propre malgré les cendres. Puis, d'un ton neutre, « Vous êtes allé rester ici toute la nuit? » Oui. Il mentait, j'en étais certain. Mais Poirot se contenta de hocher la tête avec amabilité. « Merci, monsieur Trent. Vous m'avez déjà dit plus que vous ne croyez. » Et en sortant, il murmura à mon oreille « Cet homme se cache derrière un masque sans velours, mon ami. C'est bien plus dangereux. » Le soir tombait, et le manoir paraissait plus lourd encore. Poirot fit rassembler Lady Albert, Sir Malcolm, Clara et Miles Trent dans le grand salon. La conversation prit aussitôt un ton d'embarras feutré. « Je vous remercie, mesdames et messieurs. Une simple question. Connaissiez-vous le gentleman au masque de velours? » Un silence suivit, presque parfait. Seul le crépitement du feu ponctuait l'air. Lady Albert leva les yeux, jouant de son éventail. « Voyons, monsieur Poirot, comment le saurions-nous? Un bal masqué, c'est fait pour l'anonymat. » Sir Malcolm grogna une approbation hâtive. Clara regardait le sol. Quant à Miles Trent, il s'était tourné vers la fenêtre. « Pourtant, » reprit Poirot calmement, « vous l'avez tous regardé à un moment ou un autre, non pas comme un inconnu, mais comme quelqu'un qu'on redoute de reconnaître. » Nul ne répondit. Clara serra son médaillon si fort que ses jointures blanchirent. Poirot soupira. « C'est étrange, n'est-ce pas, Hastings? Une même ignorance partagée est souvent la preuve d'une connaissance commune. » Et dans le silence qui suivit, j'eus l'impression que chacun d'eux
venait de perdre une bataille invisible. Sous-titre 6. Le gant solitaire, au bord de la fontaine, 230 mots. La nuit était tombée quand nous quittâmes le manoir. L'air du jardin avait cette fraîcheur humide que seule Londres peut offrir après une tragédie. Poirot marchait lentement, les mains derrière le dos, perdu dans sa pensée géométrique. Nous traversions la terrasse lorsqu'il s'arrêta net. À quelques pas de la fontaine, sur la margelle de pierre, un objet noir reposait, à demi mouillé par les éclaboussures. Un gant, dis-je. Poirot se pencha. C'était un gant d'homme, en cuir fin, d'une taille nettement supérieure à celle de Geoffrey Harrow. « Intéressant », murmura-t-il. « Trop grand, trop neuf, et surtout, trop visible pour être abandonné par hasard. » Je lui demandai s'il appartenait peut-être à un domestique. « Non, Hastings, un domestique perd rarement un gant aussi coûteux. Et surtout, un domestique ne se parfume pas à l'ambre gris. » Il huma discrètement le cuir, puis son expression se figea. Le même parfum que celui que portait Miles Strand ce soir. Je restai muet. Poirot glissa le gant dans un mouchoir, avec la précaution d'un bijoutier. Il y a des gens, mon ami, qui croient qu'en ôtant leur masque, ils cessent d'être suspects. Ce gant, lui, vient de leur donner tort. Et sans ajouter un mot, il se remit en marche, tandis que la fontaine, derrière nous, murmurait comme un témoin silencieux. La lumière de la serre, ce matin-là, avait quelque chose d'irréel. Un voile d'humidité suspendait les parfums de rose, de terre et de cuivre, tandis que le soleil, hésitant, filtrait à travers les vitres embuées. Poirot avançait lentement entre les rangées fleuries, les mains croisées derrière le dos, l'air pensif d'un juge au milieu des preuves muettes. Les fleurs, Hastings, sont comme les femmes. Elles se partent pour plaire, mais certaines cachent sous leurs atours un secret plus profond, murmura-t-il. Il s'arrêta soudain devant un grand pot de roses rouges. La terre, fraîchement retournée, portait une trace légère, comme un creux d'empreinte. Sans un mot, il prit un petit outil de jardinage et écarta la surface. Un éclat sombre apparut sous les racines. Je me penchai. Un morceau de tissu? Non, mon ami, un masque. Il le souleva avec une précaution infinie. Un velours noir, doux au toucher, soigneusement plié comme un objet précieux. Voilà donc le visage qu'on a voulu enterrer, Hastings. Et comme toujours, la nature a refusé de garder le mensonge trop longtemps. Le parfum des roses semblait s'être épaissi autour de nous, presque étouffant, comme si le secret venait d'être arraché à son tombeau fleuri. De retour dans la petite salle du manoir, Poirot déploya sur la table le masque retrouvé. Il l'examina longuement, sous la lumière oblique du matin. Ses doigts maniaient la loupe comme un bijoutier maniant la vérité. « Voyez, Hastings, ce velours. Il est d'une finesse exceptionnelle, pas un modèle ordinaire de fantaisie, mais un tissu de luxe. Le grain est court, la trame serrée, et le fil, tenez, observez, légèrement bleuté sous le noir. Très rare, je m'exacutais sans grande conviction. Il me semble simplement noir, Poirot. » Il leva sur moi un regard indulgent. « Ah, mon ami, vos yeux voinent, mais ils ne remarquent point. Ce tissu est le fruit d'un artisanat particulier. À Londres, il n'existe plus qu'une seule maison capable d'un tel travail. Burton & Fields, à Mayfair. Ils fournissent les théâtres, mais aussi certaines commandes privées. Je compris le sous-entendu. Vous croyez donc que le meurtrier a commandé ce masque spécialement pour le bal? Précisément. On ne tue pas par hasard en portant du velours de Mayfair, Hastings. Cela demande préméditation et goût du symbole.
Il replia doucement l'objet, le glissa dans une enveloppe de papier fin et conclut. C'est une étoffe qui ne ment pas. Et ceux qui la portent, eux, finissent toujours par se trahir. Poirot écrivit un court télégramme, dont les mots, pesés comme des perles, tenaient à peine sur 2 lignes. À Burton-on-Fields, Mayfair, objet, masque velours noir, commande récente, 3 jours avant bal Edgerton, urgent. Puis il se leva et me dit d'un ton tranquille. Nous allons prendre le thé, Hastings. L'attente fait mûrir les vérités comme la chaleur fait éclore les roses. 2 heures plus tard, la réponse arriva. Elle portait la signature élégante du tailleur en personne. Masque noir, commandé 3 jours, avant date, indiquée. Commande payée comptant, remise en main propre. Client, Monsieur Miles Strand. Je relus le message 2 fois. Miles Strand, le même homme que vous soupçonniez hier. Poirot eut un sourire léger. Soupçonner mon ami? Non. Je constatais seulement qu'il mentait. Et voici la confirmation, livrée avec la politesse d'un fournisseur anglais. Il plia le télégramme et le rangea soigneusement. Quand un homme cache son visage, il croit se protéger. Mais ce qu'il choisit de porter le trahit plus sûrement que son expression. Et dans ses yeux, je crus voir naître la lueur d'une conclusion prématurée, celle qu'il se refusait encore à nommer. Alors que je croyais l'affaire du masque close, Poirot, fidèle à sa manie de la minutie, reprit l'objet et le retourna lentement. La doublure intérieure, d'un satin plus clair, paraissait intacte. Pourtant, ses yeux s'y fixèrent avec une intensité presque mathématique. « Tenez, Hastings, approchez. » Il m'indiqua un coin du velours, près de la couture. Là, à peine visible à la lumière, un fil d'or formait une lettre brodée, un M minuscule, presque effacé. Vous voyez? Je ne l'aurais jamais remarqué sans votre loupe. Et pourtant, c'est la clé de tout. L'assassin a voulu effacer son identité, mais son artisan, lui, signe toujours son œuvre. Chez Burton-on-Fields, on brode les initiales des clients à la main, pour garantir la confection. Je restais silencieux. Poirot referma le masque avec une lenteur théâtrale, puis murmura « M. Hastings, comme Miles Strand, comme masque, comme meurtre peut-être ?» Je n'osais répondre. Le mot, suspendu entre nous, semblait flotter dans la pièce, plus dense que l'air lui-même. Le soir même, Poirot réunit les principaux invités dans le salon. Le masque posé sur un coussin de velours rouge semblait une relique de théâtre. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, cet objet a été retrouvé dans la serre. Peut-être l'un de vous reconnaîtra-t-il sa propriété. » Lady Albert détourna le regard. Sir Malcolm haussa les épaules avec une impatience contenue. Clara Edgerton porta une main à son collier, comme si le simple mot « masque » éveillait en elle un frisson. Quant à Miles Strand, il s'approcha, observa l'objet de près, puis répondit d'une voix tranquille. « Je n'ai jamais vu ce masque, monsieur Poirot. »« Vraiment ?» fit Poirot d'un ton soyeux. « Et pourtant, il semble fait sur mesure pour un homme de votre taille et de votre élégance. » Un bref silence tomba. Poirot sourit sans insister. « Je comprends. Personne ne veut revendiquer un objet sans propriétaire. C'est toujours ainsi, Hastings. Les choses les plus précieuses appartiennent à tout le monde, sauf à celui qui les a tenues en main. » Et en refermant la boîte, il ajouta très bas. « Mais les objets, eux, se souviennent toujours. Nous étions restés seuls. Poirot, assis au bureau, observait le masque comme un prêtre contemple, une relique sacrée. Il effleura le velours du bout des doigts, puis me regarda avec un calme redoutable. « Remarquez, mon ami, le tissu est intact. Pas de traces de poudre, pas de parfum,
Pas même une fibre de laine étrangère. Ce masque n'a pas été porté plus d'une fois. Et cette fois-là, il esquissa un sourire triste. Pour tuer Hastings, je frémis. Vous voulez dire que... Oui, l'assassin ne s'est pas caché pour danser, ni pour séduire. Il s'est caché pour agir. Le masque n'était pas un déguisement, mais un instrument. Un voile de mort, si vous préférez. Il rangea l'objet dans son étui, puis se leva. Ce bal était une comédie, mon ami. Mais celui qui a écrit la pièce n'a prévu qu'un seul acte, celui du crime. Et maintenant, il faut découvrir qui, dans cette assemblée d'acteurs, joue encore son rôle. Je ne trouvais rien à répondre. Le silence s'installa, presque solennel. Poirot regardait le masque comme s'il contemplait l'ombre même de la vérité. Je n'avais nullement l'intention de fouiller la chambre du défunt, mais, comme souvent, la curiosité finit par se glisser dans les gestes les plus innocents. Tandis que Poirot examinait le bureau de Lord Edgerton, je restais seul dans la chambre de Geoffrey Harrow. Tout y respirait, un désordre soigneusement entretenu. Les livres ouverts sur la table, une cravate laissée sur le fauteuil, un parfum de tabac blond mêlé à celui du papier ancien. En ouvrant machinalement le tiroir d'un secrétaire, je découvris une feuille pliée avec soin, mais non scellée. Le papier était légèrement froissé, comme si l'auteur avait hésité à l'envoyer. À l'encre bleue, d'une écriture nerveuse, les premiers mots se distinguaient nettement, « cher monsieur ». Je restai un moment immobile, partagé entre le scrupule et la tentation. Mais le pli de la feuille, l'encre à demi séchée, tout semblait appeler un regard. Lorsque Poirot entra, je me hâtai de lui montrer ma trouvaille. Il prit la lettre du bout des doigts, la contempla sans un mot, puis dit doucement « Vous avez de la chance, mon ami. Les tiroirs des morts, eux, ne mentent jamais. » La lettre était courte, écrite d'une main pressée, mais chaque mot semblait peser une émotion. Poirot la déplia lentement et me fit signe de lire à voix basse. « Cher monsieur, vous m'avez trompé plus longtemps que je ne l'aurais cru possible, mais les apparences, vous le savez, sont faites pour se fissurer. Vous m'avez parlé de loyauté, de devoir, mais il y a des limites à ce qu'un homme peut tolérer. J'ai décidé de tout dire, pas à vous, bien sûr, mais à ceux qui ont le droit de savoir. Demain soir, au bal, la vérité parlera d'elle-même. Peut-être me haïrez-vous davantage, mais au moins, vous me respecterez. » La signature n'y figurait pas, seulement une tache d'encre où le nom semblait avoir été effacé. Je reposai le papier avec précaution. Cela ressemble à une lettre de rupture. Pas exactement, corrigea Poirot. C'est une lettre d'avertissement. Elle ne rompt pas, elle menace. Et voyez la forme, courte, directe, sans larmes ni regrets. Un homme qui écrit cela n'attend pas le pardon. Hastings, il attend la réaction. Je frissonnais en songeant à cette réaction, désormais scellée dans la mort. Poirot relut la lettre plusieurs fois, sans dire un mot. Il la posa enfin sur la table et se frotta le menton, les yeux plissés. Remarquez, Hastings, il y a 3 silences dans cette page. 3 silences? Oui. Le premier, c'est celui du nom, ce M, réduit à une initiale. Le second, celui du « demain soir », la menace programmée. Et le troisième, le plus cruel, c'est celui de la peur. Je protestais. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Au contraire, il écrit avec assurance. Poirot leva un doigt. Justement, lorsqu'un homme écrit avec trop d'assurance, c'est qu'il cherche à s'en convaincre lui-même. Voyez la régularité des mots, la fermeté des traits. C'est l'écriture d'un homme qui se bat contre son propre tremblement. Il fit une pause. Ce qu'il ne dit pas est plus important que ce qu'il écrit. Il ne parle pas d'amour, ni d'argent,
ni même d'honneur. Il parle de vérité. Et la vérité, mon ami, n'est dangereuse que lorsqu'elle concerne plusieurs personnes à la fois. Je compris alors que cette lettre était bien plus qu'un message. C'était un compte à rebours. Poirot s'installa au bureau et étala plusieurs notes de ses précédents entretiens. Je reconnus les noms. Lady Halberd, Sir Malcolm, Clara Edgerton, Miles Trent. Regardez, Hastings, si l'on croise cette lettre avec leurs propos, une seule phrase revient dans tout leur discours. Geoffrey s'occupait de ce qui ne le regardait pas. Il prit la lettre et montra du doigt un passage. Ceux qui ont le droit de savoir. Qui donc aurait ce droit, sinon ceux qui vivent dans la même maison? Je restais songeur. Vous pensez qu'il parlait de Lord Edgerton? Non, trop évident, et trop puissant pour qu'un jeune poète ose l'accuser. Mais quelqu'un d'autre lié à lui, oui. Quelqu'un dont la réputation dépend de son nom, non de ses actes. Il posa la lettre, les yeux mi-clos. Cette correspondance, Hastings, n'était pas un adieu, c'était une menace. Et celui qu'il menaçait n'était pas un inconnu. C'était un homme du bal. Je demandai. « Vous avez une idée de son identité ?» Poirot esquissa un sourire. « Disons que je connais son initiale. » Poirot, songeur, tourna la plume entre ses doigts, comme un chef d'orchestre prêt à diriger l'invisible. « Voyez-vous, Hastings, les Anglais ont une religion plus forte que la foi. C'est la respectabilité. On peut leur pardonner un adultère, une trahison, un vol, mais jamais un scandale. » Je haussai un sourcil. « Vous croyez donc que le crime a été commis non pour passion, mais pour sauver une réputation? » Précisément. Ce n'est pas la colère qui pousse un homme à tuer, c'est la peur. Et ici, la peur n'était pas celle d'être découvert, mais celle d'être exposé. Il releva la lettre. La vérité parlera d'elle-même. Ces mots n'ont rien de romantique. Ils sont administratifs, presque publics. Geoffrey Arrow ne voulait pas une vengeance intime. Il voulait une révélation. Et celui qu'il visait avait trop à perdre. Poirot s'arrêta, réfléchit. L'assassin a tué non pas pour sauver son âme, mais pour protéger son image. C'est ce que j'appelle, Hastings, un meurtre mondain. Je notais cette expression, conscient qu'elle contenait toute la morale amère de cette maison. Poirot replia la lettre avec soin, comme s'il refermait un livre dangereux. Il demeura un instant pensif, les yeux fixés sur la fenêtre où la pluie commençait à tomber. Hastings, notre jeune poète savait quelque chose, mais il ne savait pas ce qu'il touchait. Vous croyez qu'il avait découvert l'identité du meurtrier avant sa mort? Non, pas exactement. Il avait soulevé un coin du voile. Assez pour apercevoir l'ombre, pas assez pour la comprendre. C'est là que réside sa tragédie. Je demeurai silencieux. Le bruit de la pluie emplissait la pièce, rythmant nos pensées. Poirot poursuivit. « Vous savez, Hastings, les vérités que l'on menace de révéler sont plus dangereuses que celles qu'on dit. Celui qui les garde entre ses mains attire sur lui la peur, la honte et la haine de tous. Geoffrey Arrow croyait défendre la justice. Il défiait une caste. Il posa la lettre sur la table, le regard grave. Et le plus ironique, mon ami, c'est qu'il avait raison. Mais la justice, hélas, se venge plus lentement que les hommes blessés. Il se leva, remit la lettre dans son enveloppe et murmura d'une voix presque compatissante. Il savait, mais ignorait l'ombre qu'il réveillait. Le grand salon, vaste comme une scène d'opéra provincial, baignait dans cette lumière pâle qui flatte le satin, mais trahit les miroirs. Les rideaux, d'un rouge profond, retombaient par vagues solennelles. Je suivis le regard de Poirot, qui, à ma grande surprise, s'attardait non pas sur les hôtes, mais sur un tableau.
suspendu bien au-dessus du niveau des yeux, fait rare dans une maison de cette élégance. Le portrait dominait la pièce, mais paraissait vouloir s'en excuser. C'était une toile d'époque, sans doute victorienne, représentant un homme à l'allure austère, le regard perdu vers un point invisible. Mais ce n'était ni le sujet, ni la composition qui retenait mon ami. C'était l'ensemble, trop neuf, trop lisse. Le cadre, pourtant, ancien, semblait avoir été nettoyé récemment, presque avec empressement. « Hastings, dit Poirot doucement, il est des objets qui ne souhaitent pas qu'on les regarde. Et c'est précisément pour cela qu'il faut le faire. » Je hochai la tête, troublé, car dans ce salon où tout respirait la tradition et le bon goût, ce tableau, si muet soit-il, criait presque son désir d'être oublié. En s'approchant, Poirot sortit de sa poche un petit objet rond, qu'il tenait toujours sur lui. Une loupe de joaillier, fine et discrète. Il m'adressa un sourire complice. Une mauvaise habitude prise dans mes jeunes années, mon ami. Un vrai défaut professionnel. Il examina un coin du tableau, avec cette lenteur quasi religieuse qu'il réservait à la porcelaine fine ou au crime trop soigné. Puis, d'un geste, il tapota le bas de la toile. « Vous voyez cela ? La texture est irrégulière. Le visage du sujet a été retouché, non par un artiste, mais, comment dire, par un fonctionnaire de l'oubli. » Je regardais de plus près. Effectivement, autour des yeux et de la bouche, la couche de peinture semblait plus mate, plus fraîche, comme si l'on avait effacé une expression. Le regard original devait déranger, murmura Poirot. Peut-être portait-il une ressemblance gênante, peut-être exprimait-il une vérité qu'on voulait taire. Vous pensez que quelqu'un a volontairement défiguré l'œuvre ? Pas défiguré, mon cher Hastings, adouci, gommé. Et dans ces gestes-là, il y a toujours plus de haine que dans la destruction franche. Ce portrait n'était donc plus un hommage, mais une sorte de correction. Et moi, je commençais à me demander qui, dans cette maison, avait tant besoin qu'un visage disparaisse du passé. « C'est curieux, » dis-je en contournant le chevalet de bois massif sur lequel reposait le tableau. « Ah, vous voyez aussi ?» s'exclama Poirot, sans même détourner les yeux de la toile. Il pointa du doigt le bas du cadre. Il manque ce qui donne toute valeur à une œuvre, la signature. En effet, aucune date, aucun nom, pas même une initiale, juste un vernis légèrement craquelé et le silence obstiné d'un passé que l'on évite. Je fus frappé de constater à quel point ce détail, ou plutôt cette absence, devenait soudain essentiel. Soit l'artiste était inconnu, dit Poirot, ce qui semble peu probable dans une famille aussi attachée aux apparences, soit on a effacé l'attribution. Mais pourquoi ? Parce que nommer l'auteur, c'est reconnaître l'origine, et dans certaines familles, l'origine est ce qui embarrasse le plus. Je me tus, car dans ce tableau sans nom, je percevais désormais une forme de confession, un secret peint, puis soigneusement nié. Et dans cette volonté d'effacement, je sentais la main tremblante non d'un peintre, mais d'un héritier, celui qui sait, mais ne veut pas que cela se sache. Le manoir possédait une bibliothèque que j'enviais en silence. De haut rayonnage, des cuirs anciens, l'odeur subtile de la poussière et du temps. Poirot s'y attarda plus longtemps que je ne l'aurais cru, effleurant les tranches comme s'il attendait qu'un livre lui parle. Ce fut un petit volume gris, coincé entre un traité de chasse et une généalogie des Halberds qui attira son attention. Il s'agissait d'un catalogue privé d'œuvres d'art, manifestement destiné aux archives familiales. À la page 37, un nom avait été rayé à l'encre noire, sans soin. « Regardez, mon ami, » fit Poirot en m'invitant à lire. Un portrait de Richard H., daté de 1869, retiré de l'inventaire,
en 1927. Cela coïncide avec l'année de la mort de Lord Hamish Halberd, soufflai-je. Précisément. Et si je ne m'abuse, cette toile dans le salon pourrait fort bien être celle-là, nettoyée, altérée, mais conservée. Je fronçai les sourcils. Pourquoi retirer un portrait familial? Pour mieux le conserver, mais autrement. Parce que parfois, Hastings, on ne veut pas détruire, on veut réécrire. Et c'est bien ce que ce tableau semblait incarner. Non un oubli, mais une tentative de révision. Nous avions regagné le salon, et j'eus l'étrange sensation que le tableau nous attendait. Les plis des rideaux semblaient s'être resserrés, comme si la pièce retenait son souffle. Poirot resta un instant silencieux. Puis, il dit, presque pour lui-même, « Vous savez, Hastings, on croit toujours qu'effacer un visage suffit à faire taire ce qu'il portait. Mais les souvenirs sont de mauvais serviteurs. Ils reviennent, même travestis. » Je le regardais, intrigué. Ce que vous voulez dire, c'est que ce portrait a peut-être été masqué, oui. Mais chaque tentative d'effacement laisse une trace. Une ombre, si vous préférez. Et cette ombre, je la sens. Elle plane sur ce bal, sur cette maison. Quelqu'un, ici, a voulu enterrer un lien et l'a réveillé malgré lui. Je frissonnais légèrement. L'atmosphère s'était alourdie, sans raison apparente, comme si le passé, vexé d'avoir été déformé, exigeait réparation. Poirot s'approcha du tableau une dernière fois, avec la lenteur d'un prêtre devant un tabernacle. Il tendit le bras, comme pour toucher la toile, puis se ravisa. Il y a deux types de masques, Hastings, ceux que l'on porte devant le monde et ceux que l'on hérite sans le vouloir. Je m'apprêtais à répondre, mais il poursuivit. Regardez bien, ce visage repeint, ce regard vidé de sa force. Ce n'est pas une coquetterie artistique, c'est une opération de chirurgie sociale. Quelqu'un, dans cette famille, a voulu qu'un certain sang paraisse plus noble, moins trouble. Vous pensez que cela a un lien avec le meurtre? Je pense, mon ami, que ce tableau est un miroir. Et dans ce miroir, celui qui a tué ne voulait pas voir le reflet de ce qu'il était. Il voulait voir ce qu'il devait être. Ce masque-là n'est pas fait de velours. Il est tissé de silence et de honte. Je restais interdit. Ce n'était plus une enquête. C'était une descente, lente et feutrée, vers une vérité dont personne ici ne voulait. Et pourtant, elle se dessinait, patiente et précise, sous les couches de peinture. Le vent avait tourné, ce soir-là, dans les couloirs du manoir. Peut-être était-ce le bal, ou bien la rumeur d'un crime encore trop frais. Mais les domestiques, d'ordinaire invisibles, semblaient animés d'un trouble discret. Dans une antichambre étroite, tapissée d'un papier à rayures fanées, nous fûmes introduits auprès du valet personnel de Lord Edgerton, un homme d'une cinquantaine d'années, raide dans son costume noir, mais dont les yeux trahissaient une fatigue plus ancienne que cette nuit. Poirot, avec sa courtoisie habituelle, lui adressa quelques mots rassurants. L'homme hésita, puis, baissant légèrement la voix, il murmura « Vers minuit moins 5, monsieur, j'étais dans l'arrière-couloir, derrière la bibliothèque. J'ai entendu la porte grincer. Une silhouette masculine en est sortie, sans masque, mais portant des gants, noirs, très sombres. « Vous avez reconnu le visage ?» demanda Poirot, sans hausser le ton. Un silence. Le valet secoua doucement la tête, ou feignit de le faire. « Non, monsieur, ce n'était qu'un instant. » Il baissa les yeux vers le sol, comme pour faire taire ce qu'il venait de dire. Mais dans l'ombre de cette confidence retenue, je sentis passer un courant d'air froid, comme un souffle de vérité, trop fragile pour durer. Poirot, fidèle à ses manières, ne brusqua pas l'homme. Il lui parla avec lenteur, presque avec tendresse,
comme on s'adresse à un témoin que l'on ne veut ni froisser ni effrayer. Mais à mesure que ces phrases s'étiraient, polies et logiques, le regard du valet se rétractait. « Vous savez, » dit Poirot, « parfois un simple détail, un mot, un bouton manquant, un parfum oublié, suffit à comprendre ce qui est caché. Mais il faut que les gens parlent. » L'homme inspira doucement. Ses doigts se crispèrent sur le bord de son veston. « Je suis au service de Lord Edgerton depuis 24 ans, monsieur. Et mon père, avant moi. Il m'a toujours dit, on survit dans ces maisons quand on sait tenir sa langue. Et aujourd'hui, vous croyez encore que le silence protège ?» Le valet haussa à peine les épaules. « Ce n'est pas moi que je protège, monsieur. C'est un nom au-dessus du mien. » Poirot le fixa un moment, puis hocha lentement la tête. Je compris qu'il n'en tirerait rien de plus, pas ce soir. Mais ce refus, courtois, inquiet, ferme, était déjà une révélation, car si la peur lie les langues, elle ne ment jamais au regard. Le manoir vibrait d'un étrange silence, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Nous n'étions pas encore retournés dans le grand salon qu'un frisson soudain traversa l'aile est. Un léger vacillement, puis, brutalement, l'obscurité. « Une panne, » dit Poirot, fronçant les sourcils. « Ce n'est peut-être qu'un hasard, mais les coïncidences sont rares, mon ami, dans les demeures où l'on meurt 2 fois. » Des pas précipités résonnèrent. Une femme de chambre, les cheveux défaits, apparut à l'embrasure de la porte. Elle semblait trembler. « Monsieur, il faut venir. Là-bas, près de l'escalier de service. Quelqu'un est tombé. » Nous la suivîmes en hâte. Le couloir plongé dans l'obscurité nous forçait à marcher à tâtons, en silence, comme si nous entrions dans un rêve mal éclairé. Au pied des marches, une silhouette gisait, inerte, le bras tordu sous elle, la tête contre la rampe de bois vernie. La lumière fut rétablie quelques instants plus tard, et je vis le visage, blême, figé dans une expression de surprise extrême. « C'est Mr. Carmichael, » soufflai-je, le secrétaire. Poirot s'agenouilla. Sa main se posa un instant sur le col de la victime, puis il se redressa. Il est mort. Et ce n'est pas une chute, c'est un rappel. Je le regardais, interdit. Un rappel de quoi? Ou de qui? Monsieur Carmichael. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à ce petit homme discret, au regard pâle et à la voix presque inaudible. Il semblait flotter dans les couloirs, tel un courrier qu'on dépose sur un plateau, sans jamais vraiment lire. Mais à présent qu'il gisait là, une tache sombre s'étendant lentement sous lui, je compris que son effacement n'était peut-être qu'une prudence ou un fardeau. Poirot, debout à mes côtés, avait refermé ses bras sous son manteau, comme pour contenir une conclusion prématurée. « Un homme effacé, oui, » dit-il. « Mais parfois, Hastings, ceux qui dérangent ne sont pas ceux qui parlent, ce sont ceux qui entendent. » Je fronçai les sourcils. « Vous pensez qu'il a surpris quelque chose? Mieux que cela, il a compris, ou du moins pressenti. Et cela, pour certains, c'est déjà trop. » Je sentis une vague de malaise. Ce meurtre-là n'avait rien d'un acte prémédité. Il sentait l'urgence, la panique, comme si le crime avait été convoqué trop tôt, par peur d'un mot de trop, d'un regard croisé dans un couloir vide. Et dans cette hâte, Poirot semblait deviner les traces d'une main maladroite. Une main, peut-être, qui tremblait d'avoir frappé trop vite. Je restais en arrière, troublé, tandis que Poirot examinait les environs. Le couloir portait encore les traces de la panique. Un vase renversé, une lampe de poche oubliée, et un miroir fendu sur toute sa hauteur, comme s'il avait été frappé par une main ou une vision.
C'est étrange, murmurai-je, ce miroir brisé. Il est placé de telle manière qu'il reflétait l'angle exact de l'escalier. Le meurtrier a-t-il été surpris par quelqu'un? Poirot s'approcha lentement. Il toucha le cadre, puis observa la fissure comme s'il s'agissait d'un témoignage muet. Non, Hastings, pas quelqu'un, lui-même. Comment cela? Il s'est vu, et il n'était pas prêt. Je ne comprenais pas tout à fait, mais je savais que Poirot, lui, suivait un fil, invisible pour moi. Un homme masqué ne se reconnaît pas toujours, continua-t-il. Mais un homme sans déguisement, oui. Et c'est là que réside l'indice. Il n'avait pas prévu ce second meurtre. Il a agi nu, psychologiquement. Je regardais ce miroir fendu, et je me dis qu'il avait été, l'espace d'un instant, le seul témoin fidèle. Un témoin de la vérité nue, celle que l'on ne veut jamais vraiment voir. Nous regagnâmes le salon, que le personnel avait vidé sans un mot, comme si la mort exigeait soudain du silence autour d'elle. Poirot demeura debout, immobile, les yeux dans le vague. Je savais ce regard-là. Il ne cherchait plus, il reliait. « Hastings, dit-il enfin, vous souvenez-vous du premier crime? De cette mise en scène soignée, du masque parfaitement ajusté, des apparences préservées jusque dans la mort. Oui, le bal masqué, l'élégance morbide, tout était trop parfait. Justement. Et maintenant, un meurtre dans l'ombre, sans masque, avec des gants oubliés, un miroir brisé et une fuite à peine couverte. Vous voulez dire que le meurtrier s'est trahi? Non, mon ami. Il a été trahi par son propre sang-froid. Il a agi sous pression, sans son costume de circonstance, et dans cette précipitation, il a oublié quelque chose. Quoi donc? Poirot se tourna vers moi, un mince sourire au coin des lèvres. Lui-même. Je frissonnai, car c'était là toute la force de mon ami. Deviner non seulement ce que les autres faisaient, mais surtout ce qu'ils oubliaient d'être. Et dans cet oubli, souvent, se trouvait la clé. Il ne restait plus qu'à tourner doucement la serrure. Le grand salon avait perdu toute chaleur humaine. Les rideaux, tirés jusqu'au sol, filtraient la lumière du matin en une teinte sépia, presque funèbre. Les convives, installés en demi-cercle, semblaient prisonniers de cette immobilité forcée. Nul ne parlait, nul n'osait croiser le regard d'un autre. On n'entendait plus que le tic-tac de la pendule, et, par instant, le craquement d'un siège lorsque quelqu'un remuait un peu trop. Poirot, debout devant la cheminée, paraissait étrangement calme. Son port, impeccable, rappelait celui d'un chef d'orchestre avant la première note. Ses moustaches, lustrées comme toujours, vibraient à peine sous le souffle mesuré de sa respiration. « Mesdames, messieurs, commença-t-il d'une voix posée, permettez-moi de vous remercier de votre patience. Elle touche à sa fin. » Je sentis un léger frisson parcourir l'assemblée. Lady Albert détourna les yeux. Sir Malcolm croisa les bras. Quant à Clara Edgerton, pâle et droite, elle fixait obstinément le tapis. « Nous sommes ici, poursuivit Poirot, non pour accuser, mais pour comprendre. Et la vérité, croyez-moi, est une dame exigeante. Elle réclame qu'on la regarde en face, sans déguisement. » Le silence s'épaissit, encore. Même la pendule sembla s'interrompre. Poirot joignit doucement les mains. « Car ce que je vais vous dire, mes amis, ne concerne pas seulement un meurtre. Il concerne un héritage de mensonges. » Poirot fit quelques pas, mesuré comme toujours, et reprit d'un ton presque professoral. Rien, au début, ne paraissait lié. Une montre brisée, à une heure inexacte, un gant trouvé près de la fontaine, un masque neuf, dissimulé dans un pot de rose, et enfin, un tableau retouché, où le visage du modèle avait été effacé. Il marqua une pause.
Ces choses-là, dites-vous, n'ont pas de rapport. Et pourtant, elles parlent, si l'on veut bien les écouter. Ses doigts esquissèrent un geste léger, comme s'ils réarrangeaient des pièces invisibles sur un échiquier. La montre, tout d'abord. Elle n'indiquait pas l'heure du crime, mais celle d'une rencontre prévue avant minuit. Le gant, ensuite, n'appartenait pas à la victime, trop grand, trop neuf. Quant au masque, il portait la trace d'une seule utilisation. Et enfin, ce tableau. Ah, ce tableau. C'est le plus bavard de tous, car il ne dissimule pas seulement un visage, mais un nom. Je l'observai, fasciné. Ainsi, poursuivit-il, chaque élément isolé semblait insignifiant. Mais ensemble, ils forment un motif. Et ce motif, Hastings, c'est celui d'une imposture soigneusement préparée. Poirot se tourna vers les invités. Ce n'est pas un hasard si tout, dans cette affaire, repose sur des objets d'apparence, des masques, des gants, des portraits. Nous avons cherché un assassin costumé, alors qu'il portait le seul déguisement qu'aucun bal ne réclame, celui du sang. Un murmure parcourut la pièce. Lady Halberd porta sa main à son collier. Sir Malcolm pâlit légèrement. Et Poirot, impassible, conclut. « J'ai l'honneur de vous présenter le vrai visage du gentleman masqué. » Poirot s'interrompit un instant, savourant l'effet de sa phrase. Puis d'une voix adoucie, il continua. Le prétendu ami de la famille, Miles Strand, n'était pas seulement un invité. Il était, mesdames et messieurs, un Edgerton, mais pas de ceux qu'on mentionne dans les registres. Un murmure d'indignation s'éleva. Poirot leva une main tranquille. Né d'une liaison ancienne de Lord d'Edgerton, il fut élevé loin d'ici, sous un autre nom. Un fils illégitime, mais éduqué, intelligent, ambitieux. Trop ambitieux, peut-être. Quand il comprit l'étendue de son exclusion, son esprit se tourna, non vers la pitié, mais vers la vengeance. Je vis Sir Malcolm se raidir. Poirot poursuivit, plus lentement. Des années plus tard, l'occasion se présenta. Le bal masqué, organisé en l'honneur des fiançailles de Clara et de Geoffrey Harrow, lui offrait un théâtre idéal. Il s'y introduisit sous couvert d'amitié, protégé par un masque, symbole parfait de ce qu'il était. Un visage qu'on refuse de voir. Poirot se tourna vers Clara. « Vous avez senti, n'est-ce pas, une familiarité étrange dans son regard. Ce n'était pas le hasard. Le sang reconnaît, toujours le sang. » Clara porta une main tremblante à ses lèvres. « Miles Strand, » reprit Poirot doucement, « ne cherchez pas la fortune, mais la reconnaissance. » Et quand Geoffrey Harrow découvrit son secret, il sut que ce regard, un soir, se tournerait contre lui. Il me sembla que Poirot parlait désormais moins pour convaincre que pour apaiser, comme s'il récitait une vérité dont le poids lui pesait à lui aussi. Geoffrey Harrow, dit-il, était un homme loyal, trop, peut-être. Il avait trouvé cette lettre, celle que nous avons lue, Hastings, et compris que Miles Trent préparait quelque chose. Mais Geoffrey croyait encore que la raison pouvait triompher. Il voulait protéger Clara, protéger le nom d'Edgerton. Alors, il écrivit, il supplia, il menaça peut-être. Poirot s'interrompit, puis ajouta plus bas. Et c'est ainsi qu'il signa sa condamnation. Lady Halberd étouffa un cri. Sir Malcolm ferma les yeux. Le gentleman masqué ne venait pas au bal pour séduire ni pour briller. Il venait réclamer son dû, par la honte, par la peur ou par la mort. Geoffrey Harrow l'a compris trop tard. Et c'est là, mes amis, toute la tragédie de cette affaire. Un homme honnête a voulu réparer en silence ce que d'autres des Dayos avaient dissimulé toute une vie. Poirot fit une pause. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il conclut. Il est des vérités qu'on tue 2 fois,
une fois dans le cœur de ceux qui les savent, et une fois dans le sang de ceux qui les réveillent. Je sentis la pièce se figer à nouveau, non sous la peur cette fois, mais sous le poids du silence moral que seule la vérité peut imposer. Poirot fit quelques pas lents, les mains croisées derrière le dos. Sa voix, douce mais ferme, brisa enfin le silence pesant. Le second meurtre, mes amis, n'était pas prévu. Voilà toute la différence. Il se tourna légèrement vers Sir Malcolm, dont la raideur trahissait plus la crainte que l'indignation. Le meurtrier croyait posséder l'esprit méthodique, la patience d'un stratège. Mais lorsque le secrétaire, Mr. Carmichael, surprit une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre, toute sa science s'est effondrée. Il applaudit comme agissent toujours ceux qui ont peur dans la précipitation. Poirot marqua une pause, puis ajouta « Il n'a pas mis son masque ni préparé d'alibi. Il a simplement frappé. Et dans ce geste nu, sans artifice, se révèle toute la vérité. Ce n'était plus une vengeance réfléchie, mais une panique. Je remarquai que Lady Halberd avait blêmi. Quant à Clara, elle gardait les yeux clos, comme si le récit devenait insupportable. Ce second meurtre, conclut Poirot, n'a pas été commis pour cacher la vérité, mais pour la retarder de quelques heures. Ce fut le moment où l'assassin a cessé d'être un esprit froid pour devenir un homme acculé, et dans cette erreur, comme toujours, résidait sa signature. Poirot se redressa, et son regard glissa lentement sur le cercle des invités. Il ne restait plus rien du ton accusateur. Seule demeurait cette gravité calme qu'il réservait aux vérités morales. « Il est curieux, n'est-ce pas ?» poursuivit-il, comme le destin a le sens du symbole. Tout commença avec un masque de velours, et tout s'achève par un autre masque, invisible celui-là. Il posa une main sur le dossier d'un fauteuil. Ce n'était pas le déguisement du bal qu'il fallait craindre, mais celui que l'on porte toute une vie, celui du silence, du ressentiment et de la honte transmise comme un héritage. Le vrai meurtrier n'a pas tué pour de l'argent, ni même pour l'amour. Il a tué parce qu'on lui avait refusé un nom. Ces mots flottaient dans la pièce comme une prière funèbre. Le masque de la vengeance, murmura-t-il enfin, est plus dangereux que tous les autres. On finit par le confondre avec son propre visage. Il se tourna vers la fenêtre close, où le jour pâle s'insinuait entre les rideaux. « Et voilà, Hastings, dit-il doucement. Pourquoi ce crime n'a rien d'extraordinaire? Il n'était que la conséquence naturelle d'un mensonge trop longtemps poli. Je demeurai silencieux, car à cet instant, il me sembla que, dans ce salon au lustre terni, c'était moins un assassin que toute une époque que Poirot venait de démasquer. Il y avait dans l'air ce parfum si particulier de fin de saison, un mélange de terre humide, de feuilles tombées, et d'un silence presque solennel. Les jardins de Chelsea, à cette époque de l'année, semblaient se recueillir eux aussi, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. Je trouvais Poirot penché sur un massif, tout près de la verrière. Il observait une rose, seule, obstinée, éclose hors saison, sa tige fragile frémissant sous la brise. « Une rebelle ?» murmura-t-il, sans lever les yeux. « Ou peut-être une retardataire, qui sait ?» Il effleura du bout des doigts les pétales déjà fanés, comme on effleure un souvenir. Une vie décalée, c'est parfois tout ce qu'il faut pour attirer l'attention d'un assassin. Je restais silencieux. Il n'y avait rien à ajouter. Cette rose, unique et inopportune, résumait à elle seule l'affaire entière. Une vie que l'on n'avait pas prévue, un destin poussé hors des lignes. Et dans le regard de Poirot, je crus percevoir, non de la tristesse, mais une forme de respect discret, presque attendri. Nous étions revenus à l'intérieur, installés dans le petit salon qui donnait sur le jardin d'hiver. Poirot tenait entre ses mains une tasse de chocolat chaud.
fumant doucement comme un secret encore tiède. « L'affaire était curieuse, Hastings, dit-il enfin, les yeux mi-clos, et pourtant, d'une simplicité remarquable, comme toutes les tragédies humaines, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, songeur. Le silence qui suivit n'était ni pesant ni vide. Il avait cette qualité rare des silences complices. « Il y a le masque que l'on porte pour le bal, reprit-il, et celui que l'on hérite sans l'avoir choisi. Je sus qu'il pensait à Miles Trent, ou à quelqu'un d'autre peut-être, dont le visage était resté dans l'ombre. La justice des hommes est une affaire de preuve, Hastings, mais la justice du cœur. » Il ne termina pas sa phrase. Il se contenta de souffler sur sa tasse et de la porter à ses lèvres, comme pour dire que, parfois, il valait mieux savourer un silence que de risquer une parole de trop. Certains départs se font dans l'éclat et le bruit. D'autres, au contraire, s'effacent comme des empreintes sur une pelouse humide. Lord Edgerton avait quitté l'Angleterre pour raison de santé, disait-on. L'Argentine lui offrait l'anonymat qu'il avait longtemps refusé à d'autres. Un titre reste un titre, même à des milliers de kilomètres. Clara, elle, avait pris un billet pour Florence. Le climat, la lumière, m'avait-elle écrit, dans une lettre brève, presque pudique. J'y avais surtout lu le besoin d'oublier et peut-être celui de se retrouver. Quant au manoir, il avait été confié à une fondation. On parlait d'en faire un musée ou un centre culturel. Mais chaque pièce, chaque escalier, conservait le murmure d'un nom qu'on ne prononcerait plus. Je repensais à Mr. Carmichael, discret jusqu'à l'oubli. À Geoffrey Harrow, loyal jusqu'à la mort. À un tableau décroché et à un masque non porté. Leurs absences dessinaient désormais les contours de l'histoire, mieux que ne l'aurait fait leur présence. Nous étions retournés dans le grand salon. Le mur du fond, jadis occupé par un portrait austère, était vide à présent. Un vide si précis qu'il paraissait avoir été dessiné. Poirot observa le rectangle plus clair laissé par le tableau disparu. Il resta immobile un long moment, puis dit, presque pour lui-même, « Ce ne sont pas les masques qui effraient, Hastings, ce sont les visages qui n'en portent jamais. » Je me tournai vers lui, intrigué. « Le mal, reprit-il, n'a pas besoin de se cacher sous un déguisement grotesque. Il suffit qu'il prenne le visage de l'évidence, de l'héritage, du droit établi, et il passe pour vertu. » Je n'étais pas certain de comprendre tout à fait, mais je sentais, en l'écoutant, le poids d'une vérité que l'on n'ose pas trop approcher. Poirot fit quelques pas, les mains croisées derrière le dos. Cette affaire, mon ami, n'était pas celle d'un crime masqué. C'était celle d'un visage trop longtemps accepté, et dans le silence du salon, ce fut comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Parfois, la vérité ne triomphe pas par éclat, mais par le murmure tranquille de la raison. Et vous, auriez-vous su distinguer la justice du simple désir de vengeance, si cette enquête vous a captivé, liqué la vidéo? Partagez-la avec d'autres esprits curieux, et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères d'Hercule Poirot. Car au fond, chaque histoire résolue laisse toujours, quelque part, une ombre qui ne s'éteint pas tout à fait.